Il y a près de 2000 ans, au bord de la baie de Naples, une ville prospère vivait à l'ombre d'une montagne que beaucoup regardaient sans crainte. Ses rues résonnaient du bruit des sandales sur la pierre, des roues de chariot, des voix des marchands, du clapotis de l'eau dans les fontaines publiques. Sur ces murs, on écrivait des promesses politiques, des déclarations d'amour, des insultes, des plaisanteries. Dans ces maisons, on priait les dieux, on faisait du commerce, on élevait des enfants, on recevait des invités. Dans ces tavernes, on buvait du vin, on discutait des nouvelles de Rome, on négociait, on se disputait, on riait. Cette ville s'appelait Pompéi. Aujourd'hui, son nom évoque surtout la catastrophe, les cendres, la destruction, la fin soudaine. Mais avant d'être figée dans la mémoire du monde comme une ville morte, Pompéi avait d'abord été une ville vivante. Une ville bruyante, imparfaite, ambitieuse, élégante par endroits, sordide à d'autres, profondément romaine, mais aussi singulière. Une ville où le luxe voisinait avec la promiscuité, où la religion cohabitait avec l'argent, où l'art décorait les murs d'intérieur raffinés tandis que, dehors, les habitants enjambaient les déchets et les flaques laissés par la circulation et les ateliers. Pour comprendre Pompéi, il faut l'imaginer non pas au moment où elle disparaît, mais au moment où elle respire encore. Il faut revenir avant la panique, avant le ciel obscurci, avant les toits qui s'effondrent. Il faut revenir à une matinée ordinaire, lorsque le soleil se lève sur les tuiles rouges, lorsque la lumière dorée glisse sur les colonnes, lorsque les boutiques ouvrent leurs volets et que les premières voix emplissent les ruelles. C'est là que commence la vraie histoire de Pompéi. Non pas dans sa mort, mais dans sa vie. Pompéi n'était pas Rome, et c'est justement ce qui la rendait précieuse. Elle n'était ni la capitale du monde romain, ni le centre du pouvoir impérial. Elle était une cité provinciale prospère, un carrefour local, un lieu de commerce, de sociabilité, de plaisir et d'ambition. Sa position était enviable. La baie de Naples était l'une des régions les plus riches et les plus belles d'Italie. Le climat y était doux, la terre fertile, les vignes abondantes, les oliviers nombreux, les jardins productifs. La mer reliait la ville au reste du monde romain. Des marchandises circulaient, des idées aussi. Pompéi recevait l'écho de Rome, mais elle parlait avec sa propre voix. Bien avant de devenir romaine, la ville avait connu d'autres influences. Samnites, grecs, étrusques, puis romains avaient laissé leurs traces dans sa culture, dans ses pratiques, dans son urbanisme. Pompéi était ancienne, enracinée, façonnée par des siècles de contacts et de domination. Elle portait dans ses pierres l'histoire compliquée de l'Italie avant l'unification romaine. Puis Rome était venue imposer son ordre, ses institutions, ses élites, son mode de vie, et Pompéi s'était romanisée sans perdre totalement son caractère. Dans les décennies précédant l'an 79, la ville comptait probablement plusieurs milliers d'habitants. Certains étaient nés là, dans des familles établies depuis longtemps. D'autres étaient des affranchis, anciens esclaves devenus libres. D'autres encore arrivaient pour commercer, travailler ou chercher leur chance. Ce n'était pas une société égalitaire, loin de là. Pompéi, comme tout le monde romain, reposait sur des hiérarchies strictes. Il y avait les riches propriétaires, les magistrats, les commerçants aisés, les notables qui financèrent des bâtiments et cherchaient le prestige. Il y avait les artisans, les aubergistes, les boutiquiers, les ouvriers, les dockers, les petits vendeurs. Il y avait les femmes libres de différentes conditions, les enfants, les vieillards, les étrangers. Et il y avait les esclaves, omniprésents, sans lesquels la ville n'aurait pas fonctionné. Le matin, Pompéi se réveillait tôt. La lumière entrait dans les cours intérieures des maisons élégantes, mais elle atteignait aussi les logements plus modestes, sombres et étroits, où les familles vivaient à l'étroit. Dans les demeures des plus riches, on ouvrait les portes sur l'atrium, cet espace central qui disait immédiatement quelque chose du rang de la maison. Là, le regard rencontrait le bassin destiné à recueillir l'eau de pluie, les colonnes, les peintures murales, parfois les bustes d'ancêtres, parfois les coffres, les meubles, les objets de prix. Chez les plus fortunés, la maison n'était pas seulement un lieu de vie. C'était un théâtre social. On y montrait sa richesse, son goût, sa culture, sa puissance. Mais Pompéi n'était pas faite uniquement de villas élégantes. Pour une maison décorée de fresques raffinées, il y avait aussi des logements modestes, des arrière-boutiques où l'on dormait à quelques pas du four, de l'atelier ou du comptoir, des chambres en hauteur accessibles par des escaliers étroits, des espaces bruyants, mal aérés, peu confortables. L'image d'une ville romaine entièrement noble et majestueuse est trompeuse. Pompéi était belle, certes, mais elle était aussi dense, agitée, matérielle, traversée par la fatigue du travail et la réalité des corps. Dans les rues, la ville offrait un spectacle presque ininterrompu. Les chaussées étaient de pierre, marquées par les passages répétés des chariots. Des trottoirs surélevés permettaient aux piétons d'éviter une partie de la saleté. À intervalles réguliers, de grandes pierres servaient de passage pour traverser la rue sans trop se salir les pieds, tout en laissant l'espace nécessaire au passage des roues. Cela peut sembler anodin,
mais c'est l'un des détails qui rend Pompéi si humaine. Tout y parle de gestes quotidiens, d'habitudes pratiques, d'une civilisation qui devait composer avec l'encombrement, l'eau, les déchets, les bêtes, la foule. Car l'odeur de Pompéi n'avait rien d'idéal. Il y avait le parfum du pain chaud et celui du vin, celui des huiles et des herbes, mais aussi celui du fumier, des égouts imparfaits, des latrines, des ateliers de teinture, des cuisines et des animaux. Les villes antiques n'étaient pas silencieuses ni propres au sens moderne. Elles vivaient dans un mélange constant de raffinement et de rudesse. On pouvait admirer un mur peint avec une extrême délicatesse et, quelques pas plus loin, tomber sur un espace taché, encombré, saturé d'odeurs. Pompéi n'était pas une carte postale, c'était une ville réelle. Au cœur de cette ville se trouvait le Forum, centre politique, économique et symbolique de la communauté. C'est là que l'on se montrait, que l'on achetait, que l'on jugeait, que l'on priait, que l'on débattait. Les bâtiments publics rappelaient à chacun que Pompéi appartenait au monde romain. Les temples affirmèrent la présence des dieux et du culte civique. Les édifices administratifs rappelaient la loi, les magistratures, l'ordre social. Le Forum n'était pas seulement une place, c'était le visage public de la cité. Dans cet espace, les ambitions se lisaient, sur les murs autant que sur les visages. Pompéi est célèbre pour ses inscriptions électorales, écrites en faveur de tel ou tel candidat. On recommandait un homme pour une fonction municipale. On vantait ses mérites. On affichait des soutiens. Il ne s'agissait pas d'une démocratie au sens moderne, mais la vie politique locale était bien réelle. Derrière les formules peintes sur les façades se cachait tout un monde de rivalité, de clientèle, de réputation et d'influence. Les notables voulaient être vus comme généreux, compétents, dignes d'honneur. Financer un bâtiment, restaurer un lieu public, organiser des jeux, faire preuve de largesse, tout cela renforçait le prestige. Parmi les figures marquantes de la ville, certaines nous sont connues par les inscriptions et les bâtiments qu'elles ont laissés. Eumachia, par exemple, femme riche et influente, fit ériger un grand édifice au Forum. Son geste montre à quel point la notabilité pompéienne pouvait se construire aussi par le mécénat et la visibilité publique. Dans une société dominée par les hommes, toutes les femmes n'étaient pas invisibles. Certaines, surtout parmi les plus riches, pouvaient peser par leur fortune, leur famille, leur rôle religieux, leur patronage. Cela ne faisait pas de Pompéi une ville égalitaire, mais cela rappelle que la vie sociale y était plus nuancée qu'on pourrait l'imaginer. La religion occupait d'ailleurs une place constante dans le quotidien. On priait les grands dieux de Rome, bien sûr, mais aussi des divinités locales, protectrices de la maison, du quartier, de l'activité professionnelle. Dans chaque foyer ou presque, les Lares, divinités protectrices du foyer, recevaient des gestes de piété. Le monde romain n'opposait pas clairement le religieux et le quotidien. Les deux étaient mêlés. On remerciait les dieux pour un commerce prospère, on les priait pour la santé d'un enfant, pour la sécurité d'un voyage, pour la stabilité d'une maison. Dans les rues de Pompéi, les sanctuaires et les autels rappelaient à tous que les hommes vivaient sous le regard des puissances divines. Et pourtant, si la religion structurait l'existence, l'argent occupait partout le devant de la scène. Pompéi était une ville de transactions. On y achetait du vin, de l'huile, du pain, des fruits, du poisson, des étoffes, des lampes, des bijoux, des parfums, des esclaves, des services de toutes sortes. Des ateliers fabriquaient, réparaient, vendaient. Les boutiques s'ouvraient directement sur la rue. Le commerce était visible, sonore, immédiat. Rien n'était caché. Le passant voyait la marchandise, entendait l'offre, sentait l'activité. Les boulangeries comptaient parmi les lieux les plus essentiels de la ville. Le pain n'était pas un luxe, mais une nécessité. Les fours chauffaient, les meules broyèrent le grain, parfois grâce à la force animale, parfois grâce au travail servile. La farine se déposait partout. Les gestes étaient répétitifs, rudes, indispensables. Ce pain nourrissait les habitants, mais révélait aussi la structure même de la ville. Derrière chaque produit quotidien se trouvait une chaîne de travail, souvent invisible pour les riches, mais écrasante pour les modestes. Ce que le notable achetait avec désinvolture avait coûté des heures de labeur à quelqu'un d'autre. Le vin était une autre richesse majeure. La région autour de Pompéi était réputée pour sa production. Le monde romain buvait énormément de vin, mais rarement pur. On le mélangeait à de l'eau, on le parfumait, on le servait selon les circonstances. Les tavernes et les comptoirs alimentaires, que l'on identifie aujourd'hui par leurs grands récipients encastrés dans le mobilier, faisaient partie intégrante du paysage urbain. On y mangeait rapidement, on y parlait, on y passait du temps. Pour beaucoup, surtout ceux qui vivaient dans des logements modestes sans cuisine élaborée, ces lieux étaient essentiels. Ainsi, Pompéi n'était pas seulement une ville de grandes maisons et de jardins intérieurs. C'était aussi une ville où une bonne partie de la population vivait tournée vers l'extérieur, vers la rue, vers les lieux partagés. Le bain public, la fontaine, la taverne, le marché, les temples, les spectacles, tout cela formait le tissu de l'existence.
La frontière entre l'intime et le collectif était plus poreuse que dans nos villes modernes. On voyait plus, on entendait plus. On savait plus facilement comment vivaient les autres. Les murs eux-mêmes parlaient. Ces murs nous ont laissé quelque chose d'inestimable, la parole ordinaire. À Pompéi, des graffitis ont survécu. Certains annoncent des candidatures, d'autres vantent des jeux, d'autres encore expriment des désirs, des moqueries, des colères, des souvenirs. Ce ne sont pas des textes écrits pour l'éternité. Ce sont des traces spontanées, parfois vulgaires, parfois touchantes, parfois drôles. Elbrus nous montre une ville où l'écrit circulait dans la vie courante, non seulement dans les institutions, mais dans les interactions quotidiennes. On écrivait pour être vu, pour convaincre, pour séduire, pour insulter, pour exister. Cette proximité avec les voix du passé rend Pompéi presque troublante. Ailleurs, l'Antiquité nous parle souvent à travers des empereurs, des poètes ou des historiens. À Pompéi, elle nous parle aussi à travers le tavernier, le voisin, le client, l'amoureux, le candidat municipal, l'esclave qui a vu passer la journée. C'est là l'une des grandes forces de la ville. Elle ne donne pas seulement accès aux grands événements, elle donne accès à la texture de la vie. Et cette texture se retrouvait aussi dans les maisons. Les plus belles étaient décorées de fresques aux couleurs intenses, représentant des paysages, des scènes mythologiques, des architectures imaginaires, des motifs floraux, des divinités, parfois même des scènes plus ambiguës ou sensuelles. La maison romaine était un lieu de représentation culturelle, possédait des peintures raffinées, des mosaïques, des jardins aménagés, des bassins, des statues, c'était dire quelque chose de soi. C'était signaler son niveau de richesse, mais aussi sa familiarité avec les goûts du monde romain. Dans certaines demeures, l'hôte conduisait son invité comme on conduit un spectateur à travers une mise en scène soigneusement pensée. D'abord l'entrée, puis l'atrium, puis la perspective vers le jardin intérieur, le péristyle, parfois les salles à manger d'été, parfois un petit sanctuaire domestique. Chaque espace avait une fonction pratique, mais aussi une fonction symbolique. La maison montrait la place de son maître dans la société. Elle disait qu'il avait des moyens, du goût, des relations, des esclaves, du temps pour recevoir. Mais tout le monde ne possédait pas un tel décor. Beaucoup vivaient dans des conditions bien plus modestes. La ville réunissait des mondes différents. Il y avait ceux qui recevaient des clients le matin dans une demeure ornée de marbre et de peinture. Et il y avait ceux qui balayaient pour les sols, chauffèrent l'eau, portèrent les charges, allumaient les lampes, entretenaient les vêtements, préparèrent les repas, servaient à table, tenaient les comptes ou subissaient les ordres. Derrière l'élégance de la vie romaine se trouvait toujours la force de travail des esclaves. Les esclaves étaient présents partout à Pompéi, dans les maisons riches, dans les ateliers, dans les commerces, dans les rues, dans les champs alentours. Certains avaient des tâches domestiques, d'autres des fonctions artisanales ou commerciales. Quelques-uns, après des années de service ou grâce à l'habileté de leur maître, pouvaient espérer être affranchis. Et l'affranchissement n'était pas une fiction rare. Le monde romain offrait à certains une ascension limitée mais réelle. Des affranchis devenaient commerçants, propriétaires, parfois prospères. Ils ne faisaient jamais totalement oublier leur origine servile, mais ils pouvaient acquérir une visibilité et une richesse importante. Cela donnait à Pompéi une énergie particulière. La ville n'était pas figée. On pouvait y naître haut placé et décliner. On pouvait y naître sans rang et s'élever un peu. Un banquier comme Lucius Caecilius Jucundus témoigne de ce monde des affaires, des contrats, des transactions, des créances et des réseaux. À travers ce type de personnage, on comprend que Pompéi n'était pas seulement une ville de loisirs méditerranéens. C'était une ville où l'on calculait, où l'on gagnait, où l'on risquait, où l'on cherchait à transformer l'activité économique en prestige social. Les bains publics occupaient une place essentielle dans cette société. Ils n'étaient pas de simples lieux pour se laver. Ils étaient des espaces de sociabilité, de détente, d'affichage du corps, de conversation, parfois de négociation. On y venait pour se baigner, transpirer, se faire masser, rencontrer du monde, écouter les nouvelles. Les termes de Pompéi rappellent à quel point le confort collectif était valorisé dans le monde romain urbain. Grâce aux aqueducs et au système de distribution d'eau, la ville pouvait alimenter fontaines, bains et certaines maisons privées. Tout cela exigeait une organisation, une maintenance, des ressources. Le luxe romain n'était pas seulement décoratif, il était aussi technique. L'eau circulait donc, mais elle ne rendait pas la ville hygiénique au sens moderne. Les latrines existaient, l'évacuation des eaux aussi, mais de façon inégale. Certains quartiers étaient mieux servis que d'autres. Les rues pouvaient rester sales. Les déchets n'étaient pas toujours tenus à distance. Les animaux faisaient partie du paysage urbain. Les habitants vivaient dans une proximité constante avec ce que nos sociétés cherchent à masquer. Là encore, c'est l'un des aspects les plus humains de Pompéi. Elle n'était pas une ville idéale. Elle était une ville fonctionnelle, inventive, mais aussi rude, organique, parfois pénible.
Les enfants grandissaient dans ce monde d'adultes très visible. Ils jouaient dans les cours, apprenaient à lire pour ceux qui en avaient les moyens, observaient les gestes du travail, entendaient les disputes, les slogans politiques, les conversations des marchés. L'enfance existait, bien sûr, mais elle se déployait dans un univers où la frontière avec le monde adulte était bien moins protégée qu'aujourd'hui. À Pompéi, un enfant pouvait voir un sacrifice religieux, un cortège, un homme ivre, un esclave battu, une procession, des affiches électorales, des scènes érotiques peintes dans certains contextes, des combats dans l'amphithéâtre. La ville formait les regards très tôt. Et puis, il y avait justement les spectacles, le théâtre, l'odéon, l'amphithéâtre. Pompéi aimait se divertir. Le monde romain accordait une immense importance aux rassemblements publics. Les jeux n'étaient pas de simples distractions. Ils avaient une dimension civique, politique, émotionnelle. Ils rassemblaient les habitants, renforcèrent les appartenances, flattaient les élites qui les finançaient. Dans l'amphithéâtre, la foule venait voir des combats, acclamer, s'enflammer, prendre parti. La violence y était ritualisée, mise en scène, intégrée à la culture du spectacle. Un épisode célèbre rappelle à quel point ces passions pouvaient devenir dangereuses. Lors d'affrontements entre spectateurs de Pompéi et d'une ville voisine, la situation avait dégénéré en véritable émeute. Cela montre une chose essentielle. Les habitants de Pompéi n'étaient pas des silhouettes figées dans un décor antique. Ils étaient capables d'enthousiasme collectif, de rivalité locale, de fureur, de fierté civique. Ils appartenaient à une ville qui se pensait elle-même, qui défendait son honneur, qui avait ses tensions, ses excès, ses humiliations. La sexualité, elle aussi, faisait partie de l'espace visible d'une manière qui surprend souvent le regard moderne. À Pompéi, les images érotiques apparaissaient dans certains décors, certaines enseignes, certains contextes domestiques ou commerciaux. Cela ne signifie pas que la société romaine était simple ou libérée au sens contemporain. Elle avait ses règles, ses hiérarchies, ses violences, ses hypocrisies. Mais elle ne cachait pas les corps ni le désir de la même manière que beaucoup de sociétés plus tardives. Le célèbre lupanar de Pompéi, avec ses petites chambres et ses peintures, rappelle que la sexualité pouvait être à la fois marchandise, fantasme, activité codifiée et expression du pouvoir social. Car dans le monde romain, le corps ne parlait jamais seulement de plaisir. Il parlait aussi de statut. Pendant que les riches dînaient dans des salles décorées, couchés selon l'usage aristocratique lors des repas raffinés, les cuisines, elles, s'activaient dans la chaleur, la fumée et la fatigue. Les mets pouvaient être sophistiqués chez les plus aisés. Poissons, sauces, fruits, miel, herbes, pain de qualité, vin choisi. Mais la majorité des habitants mangeaient plus simplement. Céréales, pain, légumes, olives, légumineuses, fruits, parfois poissons, parfois viande, selon les moyens. Là encore, Pompéi montre une société à plusieurs vitesses. La table pouvait être un lieu de raffinement culturel pour les uns et une nécessité rapidement satisfaite pour les autres. Le soir venu, la ville ne s'éteignait pas complètement. Les lampes à huile donnaient une lumière tremblante. Les rues n'étaient pas éclairées comme les nôtres, mais la vie continuait autour des tavernes, des maisons, des rendez-vous, des services nocturnes, des veilles domestiques, des retours tardifs. On entendait encore des voix, des pas, parfois des chants, parfois des disputes. Une cité romaine ne se repliait pas entièrement dans le silence. Elle restait traversée par une activité diffuse, une vigilance, une fatigue accumulée. Pourtant, sous cette apparente normalité, quelque chose s'était déjà brisé des années auparavant. En 62, un violent tremblement de terre avait frappé la région. À Pompéi, les dégâts furent considérables. Des bâtiments s'effondrèrent, des maisons furent fissurées, des sanctuaires endommagés, des infrastructures fragilisées. Et cela aussi nous dit quelque chose d'essentiel sur la ville des dernières années. Pompéi vivait encore dans la reconstruction. Partout, on réparait, on consolidait, on décorait de nouveau, on restaurait ce qui avait été abîmé. Autrement dit, la Pompéi de l'an 79 n'était pas une ville immobile et achevée. C'était une ville en travaux, une ville blessée, mais active. Une ville qui avait connu la peur, puis le retour progressif aux habitudes. Les habitants avaient ressenti la puissance de la terre, mais ils avaient continué à vivre. C'est peut-être l'un des aspects les plus poignants de son histoire. Nous savons, nous, ce qui allait arriver. Eux, non. Pour eux, les secousses, les réparations, les fissures faisaient partie d'une réalité avec laquelle il fallait composer. Ils n'habitaient pas encore un tombeau. Ils habitaient une ville qu'ils pensaient pouvoir sauver, embellir, poursuivre. Cette volonté de continuer se lit dans les maisons en cours de décoration, dans les bâtiments partiellement restaurés, dans les commerces toujours actifs. Elle se lit dans le fait même que l'on continuait à investir à Pompéi. On ne dépense pas pour une ville que l'on croit condamnée. On répare parce qu'on croit à demain. On repeint des murs parce qu'on s'attend à y vivre encore. On élève des enfants parce qu'on imagine leur avenir. La grandeur tragique de Pompéi tient justement à cela.
Sa fin n'a pas interrompu une ville décadente et vidée de son sens, mais une ville pleine de projets inachevés. Imagine alors une journée des derniers mois. Un notable fait vérifier ses comptes, un boulanger surveille la cuisson, une mère appelle un enfant depuis une cour intérieure, un esclave transporte une amphore, un candidat municipal fait repeindre une recommandation sur un mur. Des clients entrent dans une échoppe, des femmes se rendent au bain, un artisan taille, polit, assemble. Dans un sanctuaire domestique, on dépose une offrande discrète. Plus loin, quelqu'un plaisante dans une taverne, quelqu'un d'autre se plaint du prix d'une marchandise. Dans l'amphithéâtre, on commente encore un spectacle passé. Dans une maison aisée, on prépare un repas pour des invités. Dans une chambre exiguë, un travailleur s'accorde un instant de repos avant de repartir. Voilà ce qu'était Pompéi avant d'être englouti. Une accumulation de gestes minuscules, de routines, de désirs et de soucis. Une ville de visages, pas seulement de ruines. Une ville où l'on aimait, où l'on trompait, où l'on priait, où l'on vendait, où l'on se lavait, où l'on espérait monter dans l'échelle sociale, où l'on craignait les dieux, les dettes, la maladie, l'humiliation publique, l'échec politique ou la mauvaise récolte. Une ville romaine, dans toute la complexité du terme. Et c'est cette complexité qui rend sa disparition si saisissante. Car lorsque le Vésuve se réveilla enfin, il ne détruisit pas seulement des bâtiments. Il interrompit des conversations, il brisa des routines, il arrêta des repas, des comptes, des prières, des gestes de travail. Sous la cendre ne reposaient pas seulement des murs, mais une société entière, saisie presque en plein mouvement. Si Pompéi nous fascine tant, ce n'est pas uniquement parce qu'elle a disparu. C'est parce qu'elle a disparu en laissant derrière elle les empreintes concrètes d'une vie ordinaire. Ailleurs, l'Antiquité nous arrive par fragments. À Pompéi, elle nous regarde presque les yeux ouverts. Elle nous montre ce qu'était une ville romaine de taille moyenne, non dans l'abstraction des textes, mais dans le détail du vécu. Les seuils usés, les comptoirs tachés, les inscriptions hâtives, les décors ambitieux, les chambres modestes, les cours ensoleillées, les outils abandonnés, les fontaines, les fours, les boutiques. Elle nous permet de voir ce que beaucoup d'autres cités ont perdu pour toujours, non seulement leurs monuments, mais leur intimité. Et c'est là, sans doute, la véritable leçon de Pompéi. Avant l'éruption, ses habitants ne vivaient pas dans l'attente de la postérité. Ils vivaient dans le présent. Ils ne savaient pas qu'ils deviendraient célèbres. Ils ne savaient pas que leurs maisons seraient étudiées, que leurs repas seraient reconstitués, que leurs graffitis seraient lus par des générations lointaines. Ils ne savaient pas que leur ville deviendrait l'une des fenêtres les plus précieuses sur le monde romain. Ils vivaient simplement comme vivent les êtres humains dans toutes les époques, en croyant que demain viendra. Sous l'ombre du Vésuve, Pompéi avait donc été bien plus qu'un nom lié à la catastrophe. Elle avait été un organisme vibrant, une cité d'affaires, de plaisir, de dévotion, d'ascension sociale, d'inégalité profonde, d'élégance affichée et de travail invisible. Elle avait été un lieu où les riches cherchèrent la gloire locale, où les modestes poursuivirent la survie, où les affranchis rêvaient de respectabilité, où les esclaves soutenaient silencieusement l'architecture entière de la société. Elle avait été une ville romaine, oui, mais une ville romaine rendue presque miraculeusement proche par la façon dont le désastre a conservé son quotidien. Lorsque nous prononçons aujourd'hui le nom de Pompéi, nous pensons à la fin. Mais pour ceux qui y vivaient, il y eut d'abord le matin, le commerce, les bains, les repas, les dieux, les spectacles, les réparations, les ambitions et les petites préoccupations de tous les jours. Il y eut la lumière sur les murs peints. Il y eut la poussière soulevée par les passants. Il y eut la chaleur des fours, la fraîcheur des fontaines, le brouhaha du forum, la pénombre des couloirs, les rires des tavernes, les prières domestiques murmurées devant les lares. Et peut-être est-ce pour cela que Pompéi continue de nous bouleverser. Parce qu'avant d'être une tragédie, elle fut une vie. Avant d'être une ruine, elle fut une ville. Avant d'être un avertissement, elle fut un foyer pour des milliers d'êtres humains qui, comme nous, travaillaient, aimaient, redoutaient l'avenir et s'attachaient aux choses ordinaires. C'est cette humanité suspendue qui nous parvient encore à travers ces rues. C'est elle qui transforme la pierre en mémoire. C'est elle qui fait de Pompéi non seulement un site archéologique, mais un miroir. Car regarder Pompéi avant l'éruption, ce n'est pas seulement observer une cité antique, c'est surprendre l'humanité dans sa plus vieille habitude. Construire, décorer, commercer, désirer, s'agiter, oublier le danger quand la vie quotidienne reprend ses droits. Sous un ciel qui paraissait encore familier, les habitants de Pompéi continuaient d'avancer, convaincus que leurs murs les protégeraient, que leurs dieux les entendraient, que leurs affaires les occuperaient encore longtemps. Ils ignoraient que la montagne les observait. Ils ignoraient que leur voix serait un jour réduite au silence. Mais tant que le Vésuve demeurait tranquille, Pompéi restait ce qu'elle avait toujours voulu être, une ville vivante, prospère et fière, tournée vers le lendemain. Et c'est précisément ce lendemain qui n'est jamais venu.